Bonjour tout le monde. En fond, nous, on va vous parler de l'enseignement explicite. Tout d'abord, on va commencer avec une petite introduction sur d'où ce que ça vient, l'enseignement explicite. Ensuite, on va vous parler un peu de ce que c'est plus en détail, des explications plus précises. Ensuite, on va y aller avec les différentes approches de cet enseignement-là et c'est quand le meilleur moment pour utiliser ce type d'enseignement-là. Ensuite, ça va être les aspects positifs et pour quelles raisons on devrait utiliser ce type d'enseignement-là. Puis pour finir, ça va être dans le fond le lien avec l'éducation physique, puis comment l'utiliser dans le fond un peu dans nos cours d'éducation physique. Fait que, tout d'abord, d'où est-ce que ça vient l'enseignement explicite? Dans le fond, ça date environ des années 70, quand que les chercheurs se sont rendus compte que les professeurs avaient une grosse partie à jouer dans l'apprentissage des élèves. Ils se sont rendus compte que c'était pas seulement les élèves qui pouvaient apprendre par eux-mêmes, mais que les profs pouvaient vraiment influencer la façon à laquelle les élèves apprenaient. C'est pour ça qu'ils ont commencé à parler de l'efficacité des enseignants. Puis c'est là qu'ils se sont rendus compte que si l'enseignant enseigne de vraiment façon efficace, les élèves vont apprendre beaucoup mieux, puis ils vont devenir plus autonomes par la suite. Il faut pas confondre l'enseignement traditionnel avec l'enseignement explicite. Dans le fond, l'enseignement explicite, c'est un petit peu un dérivé de l'enseignement traditionnel, là. Il voulait garder ce, un peu le même principe de discipline de classe puis de structuration pour avoir un bon apprentissage des élèves, mais il voulait aussi améliorer la façon dont les profs enseignaient. Donc, dans le fond, je vais juste en parler un petit peu là. Il voulait s'arranger pour que dans le fond, ce que je veux dire, c'est que l'enseignant veut vraiment s'assurer que les élèves comprennent plutôt que dans un peu le style traditionnel où l'enseignant donne sa matière, puis si l'élève a compris, tant mieux, puis s'il n'a pas compris, ben le prof, il va rien changer, genre. Tandis que dans l'enseignement explicite, ben tout au long de l'enseignement, le prof, il veut s'assurer que les élèves comprennent. Donc, ça va être tout pour l'introduction. On va tout de suite passer plus en détail. Pour ma part, je vais expliquer plus en profondeur ce qu'est l'enseignement explicite. Pour débuter, il est dit que la pédagogie combine deux aspects qui sont essentiels, soit la gestion des apprentissages et la gestion de classe. Les deux combinés ensemble donnent un enseignement qui est dit efficace. Les fonctions d'instruction et d'éducation d'un groupe dans un contexte scolaire et social amènent l'enseignant à éduquer et à instruire les jeunes, comme nous pouvons le voir sur le tableau de gauche. Pour le tableau de droite, il est dit que l'enseignement explicite ne fait pas extraction de ces deux choses-là. Il est aussi dit que l'enseignement explicite est une formalisation d'une stratégie d'enseignement structurée en étapes, séquencée et fortement intégrée. Donc, nous pouvons le séparer en trois étapes afin de mieux le comprendre. Premièrement, première étape, nous avons la préparation, ce qui est la préparation, la planification du cours par l'enseignant à la maison ou dans son bureau, la matière qu'il compte donner et instruire aux jeunes. Nous avons par la suite le 2, l'interaction. L'interaction, c'est la partie la plus importante dans les enseignements explicites. C'est proprement dit l'enseignant qui donne son cours, donc qui interagit, qui donne des rétroactions avec les élèves, ce qui porte un certain contact avec l'élève. 3. Nous avons la consolidation. La consolidation, c'est la période choisie par l'enseignant, que ce soit à la fin de son cours ou au début du cours suivant, afin que les élèves puissent revenir sur la matière vue en classe et la consolider. Il ne faut pas oublier que dans le modèle que on peut voir à droite, il y a la gestion de classe et la gestion d'apprentissage qui sont tout de même présents dans chaque phase et qui font en sorte que l'enseignement explicite devient un enseignement efficace. Nous pouvons dire aussi que l'enseignement explicite se dit explicite, ce qui n'est ni caché ni implicite. Donc, il intègre que l'apprentissage est facilité lorsque l'on évite les fausses interprétations ainsi que les malentendus. Donc, l'enseignant essaie le plus possible de donner un cours qui est le plus clair et concis pour ses élèves. Il essaie aussi de préparer des rétroactions d'avance
afin que lorsqu'il arrive dans son cours, puisse s'attendre à des réponses et des questions afin de faire avancer le niveau du groupe. Il doit aussi s'adapter au niveau de l'élève, à la difficulté de la matière qu'il enseigne, ainsi qu'au temps disponible pour le donner. Bref, l'enseignement explicite passe par des actions de dire, montrer et guider pour intervenir le plus possible avec l'élève et de l'étayer ses apprentissages afin qu'il puisse en bénéficier le plus possible de la présence de l'enseignant. Moi, j'ai parlé en fait de la guerre entre les approches puis les liens qu'il y a à faire aussi. Euh, Ceux qui se dirigent plus du côté de l'enseignement explicite, qui sont vraiment pour ça, ont tendance à s'opposer un peu à différentes approches, comme l'approche par découverte. Mais en fait, quand on revient à la base, il mentionne que c'est plutôt favorable dans certaines circonstances d'utiliser l'approche par découverte. Puis c'est même très bon pour l'élève que ce soit utilisé. Puis c'est faux de croire que c'est nul en tout temps. Selon eux, en fait, c'est plutôt, on devrait situer les approches sur un continuum que j'ai fait en haut. Donc le continuum, il comprend en fait différentes approches selon différentes variables que j'expliquerai tantôt. Donc on a l'apprentissage dirigé, guidé et autonome, et on peut choisir le type d'apprentissage qu'on va faire aux élèves selon les variables qu'il y a au bas. Donc le niveau de compétence des élèves. Puis on voit que les élèves en fait sont très autonomes déjà. On a un groupe qui est autonome, qui est quand même bon, qui apprend vite. On peut se diriger vers une approche par découverte, un apprentissage autonome. Ça va être très bien utilisé. Par contre, si on voit que notre groupe a tendance à être plutôt immature, puis avec un peu plus de difficultés, ben là, ça va être bon d'y aller pour l'enseignement explicite, que ce soit beaucoup plus dirigé et guidé. Sinon, il y a la complexité de la tâche à accomplir. Il faut prendre en considération aussi la tâche qu'on propose aux élèves. Si on sait que bon, c'est une nouvelle tâche, que c'est plutôt difficile, ben ce serait peut-être pas la meilleure idée d'aller vers l'apprentissage autonome ou par découverte. Mais dans certains cas, ça pourrait l'être. Ça dépend en fait de ce qu'on veut faire vivre aux élèves. Sinon, on peut toujours on peut toujours y aller du côté de l'enseignement explicite et de l'apprentissage guidé qui tend vers le dirigé. Puis finalement, le temps disponible, bon, c'est une variable qu'on peut difficilement contrôler. Quand le temps joue contre nous, ben on veut quand même faire les apprentissages. On veut quand même donner en fait la matière, donc on va y aller vers diriger, guider. Puis sinon, quand on a plus le temps, on peut aller par la découverte qui peut être très bien aussi pour faire comprendre différentes choses aux élèves et développer leur autonomie. Donc c'est vraiment de se situer dans ce continuum-là, puis de pas simplement se contenter d'une approche, parce que c'est là en fait qu'on peut un peu biaiser l'enseignement, parce que l'enseignement c'est vraiment un collage de plusieurs approches qui vont faire en sorte que notre enseignement puis l'apprentissage des élèves va être optimal. Euh, donc, selon les approches, il n'y a pas vraiment, selon eux, en fait, dans l'examen explicite, c'est pas leur approche qui prône sur les autres. Ils croient vraiment, en fait, que l'enseignement explicite est très bien utilisé quand on est plus d'apprentissage dirigé et guidé, mais que l'approche par découverte, les autres approches peuvent être aussi très utiles à l'élève et même qui les encouragent dans les bonnes circonstances. Pour ma part, je vais vous parler des différentes recherches qui ont été faites par rapport à l'enseignement explicite puis des résultats qui en sortent. Il y a plusieurs chercheurs qui se sont attardés à l'enseignement explicite, mais il y en a un qui sort du lot. Cette personne-là s'appelle Barack Rosensheim. Monsieur Rosensheim a prouvé que l'enseignement explicite est drôlement pertinent pour toutes les sources d'apprentissage. Par exemple, la lecture, les mathématiques, les sciences, les langues, les secondes langues. Donc, si on veut apprendre une nouvelle langue, l'enseignement explicite est parfait pour ça. Et bien sûr, l'éducation physique. Donc, pour toutes les matières. De plus, dans un deuxième temps, il a prouvé que l'enseignement explicite est pertinent pour les personnes qui apprennent rapidement et les personnes qui apprennent lentement. Et ça, peu importe si on est jeune ou si on est plus vieux. C'est pour ça que les enseignants à l'université utilisent l'enseignement explicite, parce que c'est pertinent et efficace. Donc, pourquoi ils l'utiliseraient pas? Puis s'il y en a qui doutent de la pertinence des recherches qui ont été faites, je peux vous dire qu'ils ont été faites à toutes les sauces imaginables. Ils ont été faites dans des quartiers défavorisés, dans des quartiers aisés, dans des classes d'adaptation scolaire, dans des classes sportives. Nommez-en, ils ont tout été faites. Ce qui est intéressant par rapport à l'enseignement explicite, c'est qu'il n'y a aucun coût financier rattaché à ça. C'est juste beaucoup de temps d'investissement de l'enseignant. Parce qu'il y a beaucoup de préparation par rapport à ça. Parce qu'on veut tellement que nos consignes soient claires et précises
puis qu'on enlève le doute et le sous-entendu dans la bouche de l'enfant, il faut que ça soit clair, et pour que ça soit clair, il faut préparer, bien sûr, il faut préparer nos phrases qu'on va dire, il faut anticiper les questions de l'élève, parce qu'on veut pas que l'élève se pose la question, est-ce que c'est vraiment ça que l'enseignant a dit? Il faut que ça soit tellement clair que ça saute par-dessus. Aussi, qu'est-ce qui est intéressant, qui est marqué dans le livre, c'est que plus on fait de liens avec les connaissances antérieures, plus qu'on a de chance que l'apprentissage ne soit pas à court terme et à moyen terme, que ça s'aille plus dans la mémoire à long terme. Puis ce qu'on vise en tant qu'enseignant, c'est que notre apprentissage soit pertinent puis que l'élève le retienne. Puis l'enseignement explicite, si on fait des liens avec les connaissances antérieures, bien c'est bon. Puis un passage qu'on a trouvé intéressant dans le livre par rapport à la recherche, c'est que c'était marqué que toutes les cultures avant nous, ou presque toutes les cultures que l'histoire a portées, utilisaient ça sans savoir l'enseignement explicite. Par exemple, un aîné pourrait montrer à un jeune d'une tribu comment partir un feu. Il lui faisait un exemple, il lui montrait comment faire. Par la suite, il le laissait essayer, puis il guidait dans son apprentissage en donnant des rétroactions par rapport à comment partir le feu. Puis c'est un peu ça l'enseignement explicite, donner des rétroactions par rapport à ce que l'élève va apprendre, mais que les rétroactions soient tellement claires et précises que ça accélère l'apprentissage de l'élève. C'est ce qu'on veut au final, qu'il apprenne rapidement, mais efficacement. Puis, c'est logique, si toutes les cultures ont fait ça avant nous, c'est juste logique de continuer ce lancé-là, d'utiliser l'enseignement explicite, parce que si les cultures n'avaient pas utilisé ça, Dieu le sait si on serait ici aujourd'hui. Donc, bonjour à tous. Je vais vous parler de l'enseignement explicite concernant l'éducation physique et la santé. Nous, en tant que futurs professeurs d'éducation physique, on va devoir enseigner des gestes moteurs dans l'agir. On va devoir enseigner aussi des façons d'interagir avec les autres, la coopération, les duels, l'opposition, tout ça. Donc, ça va être super important de choisir nos approches selon le niveau des élèves. Aussi, choisir nos approches selon la complexité de la tâche. Donc, si on enseigne un enchaînement d'action, on demande à nos élèves de faire un enchaînement d'action. Nos approches vont être différentes que si on veut instaurer des stratégies en situation de match dans l'interagir. Il faut aussi toujours prendre en considération le temps disponible lors de nos enseignements. Donc, pour nos enseignements, on pourrait avoir un enseignement plus dirigé, donc des enseignements plus théoriques quand on enseigne des nouveaux gestes, des nouvelles stratégies. Donc, on assoit les élèves, on utilise les tableaux, tout ça. Ça pourrait être aussi des notions par rapport à la santé. On va aussi avoir des enseignements qui sont plus guidés. Donc, c'est plus des exercices pratiques. Donc, c'est ce qu'on va faire le plus en tant qu'enseignant à l'éducation physique. On les met en action. Puis ensuite, on leur donne des feedbacks pour qu'ils puissent améliorer leur performance. Il y a aussi l'apprentissage autonome qui peut être fait en éducation physique. Donc, ça pourrait être pour la modification d'une habitude de vie. Par exemple, un élève pourrait amener son carnet à la maison pour noter combien de fruits et légumes il consomme chaque jour ou ses activités physiques. Donc, il est vraiment autonome dans sa démarche. Puis, ça fait en sorte qu'il y ait des apprentissages plus significatifs. Les trois phases qu'il y a dans l'enseignement explicite, c'est les mêmes phases qu'il y a dans le SOCOP qu'on utilise régulièrement. Donc, il y a la préparation de la tâche. Donc, c'est toutes les explications qu'on doit donner avant qu'il y ait une tâche. Il y a les interactions. Donc, la mise en marche de l'activité. On est vraiment dans le vif du sujet. On va donner du feedback, des rétroactions aux élèves. Puis, à la fin, il y a la consolidation. Donc, c'est l'intégration, c'est le questionnement des élèves sur les apprentissages qu'ils ont faits. Donc, dans les trois phases, il y a toujours une gestion de la classe, donc une gestion des comportements, comme on a vu dans nos cours. On gère les différents cas, puis aussi la gestion des apprentissages. Donc, dans chaque cours, on doit avoir les deux formes de gestion, puis ça va apparaître à différents moments. Donc, comme je disais, le SOCOP, c'est exactement une application de l'enseignement explicite. On ne fait pas seulement donner du contenu. Ce qu'on fait, c'est qu'on questionne à la fin pour être sûr qu'il y a des apprentissages significatifs ou on rafraîchit la mémoire au début des cours pour activer les connaissances puis être sûr que les élèves aient des acquis et des apprentissages à long terme. Donc voilà pour l'enseignement explicite.